La 161e session de la Ligue des États arabes du Conseil des ministres des Affaires étrangères au siège de la Ligue arabe au Caire pour discuter de 4 dossiers fondamentaux. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci à vous. Monsieur l'ambassadeur, le Conseil se tient à présent et 4 dossiers doivent être discutés, 4 dossiers cruciaux, y compris la sécurité de l'eau, les exactions israéliennes à Jérusalem et évidemment à leur tête la situation désastreuse à Gaza. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre suite à cette réunion? Est-ce qu'il y aura des résolutions? À quoi doit-on s'attendre? Non, je ne crois pas qu'il y aura des résolutions à vraiment dire, parce que ça, c'est, à la fin du compte, c'est les ministres des Affaires étrangères qui se réunissent premièrement pour entendre le rapport du secrétaire général en ce qui concerne la période durant les deux sessions ordinaires, la 160e et la 161e. Et le dossier du sommet régulier qui se tiendra à Bahreïn en mai prochain. Mais le plus important, c'est de discuter ce qui pourra être étalé devant le sommet en mai, et notamment certainement la cause palestinienne qui voit en ce moment des positions qui sont assez dures et en même temps des situations qui remontent à un long moment, et que maintenant, il est temps que les ministres s'adressent. Mais n'oublions pas que, à la fin, les résolutions, que ce soit celles des ministres des Affaires étrangères ou celles du sommet, c'est l'addition des volontés politiques des pays arabes pour résoudre le dossier palestinien et comment est-ce qu'on peut traiter avec Israël. Je pense que ça, c'est le plus important. Selon le représentant de la Palestine à la Ligue arabe, il parle que le langage des États arabes au cours des dernières décennies n'est pas satisfaisant de son point de vue. Il n'a ni soulagé la faim, ni arrêté l'occupation israélienne, ni arrêté le régime d'apartheid ou autres questions pendantes depuis l'occupation d'Israël pour les territoires palestiniens depuis 1967. Alors, je pense qu'on doit changer de langage, on doit avoir des termes plus forts que les termes qu'on utilise dans les communiqués de presse qu'on reçoit tout le temps. On espère qu'il y aura une volonté conjointe des pays arabes de vraiment soutenir les Palestiniens dans leur résistance contre la brutalité de l'occupant. Et c'est ce qu'on attend dans les plusieurs dossiers que l'État palestinien a l'intention de présenter devant le sommet et devant même les ministres des Affaires étrangères dans cette réunion au Caire. Alors, monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Du moment que vous avez si bien dit que finalement ces résolutions n'ont pas été prises en compte par le côté israélien, donc on n'est pas parvenu à pouvoir imposer en tant qu'État arabe, je veux dire, ou islamique même, d'avoir imposé une trêve à Israël. Côté du moment que la présence de la Palestine avec bien sûr son ministre des Affaires étrangères qui est donc à l'honneur, est-ce que au moins les discussions concernant par exemple le futur État palestinien, c'est sa description, c'est
je veux dire, les modalités qui peuvent être dans les discussions entre le gouvernement de M. Abbas et le Hamas, les autres factions palestiniennes. Est-ce que cette question est débattue parce qu'elle constituera le futur de la situation de Gaza juste après la trêve ou juste après un cessez-le-feu permanent? Alors, premièrement, on a deux côtés, deux parties. Le premier, c'est la partie palestinienne et la deuxième, c'est Israël. Alors, en ce qui concerne la partie palestinienne, je pense qu'il est de l'intérêt des pays arabes et des ministres de parler d'une consolation entre les deux partis principaux du peuple palestinien et du mouvement palestinien, du mouvement politique en général. Alors je parle de l'autorité nationale palestinienne et d'autre côté le mouvement de résistance, notamment Hamas. Alors il est intérêt que ces deux se joignent parce que c'est toujours par ce volet-là qu'Israël toujours arrive à s'évader de ses responsabilités internationales en prétendant qu'il n'y a pas d'interlocuteur de l'autre côté de la table. Alors ça, je pense que ce sera un problème qui sera devant l'autorité palestinienne qui sera représentée ou qui est déjà représentée au Caire, pour qu'on doit avoir une réconciliation entre les différentes fractions palestiniennes. Du côté d'Israël, je trouve que c'est un peu beaucoup plus compliqué. On a vu récemment que les États-Unis même n'ont pas pu convaincre Israël à ouvrir des frontières pour que l'aide humanitaire américaine puisse arriver aux Palestiniens. Et du coup, même les États-Unis, le plus grand supporter d'Israël, et dont Israël est son protégé favori, et malgré tout cela, et malgré le support inconditionnel des États-Unis, les États-Unis n'ont pas pu que envoyer leur aide par le vol, par des aériens, Oui. de manière aérienne. Et cela montre à quel point Israël s'en fiche, disons, totalement, même les États-Unis. Alors, si on parle des pays arabes, c'est même moins ce qu'ils vont faire. Mais toujours, il y a un point de pression qu'on peut utiliser, c'est celui de la volonté ou le désir israélien d'établir des relations normales ou la normalisation des relations avec les pays arabes, étant donné qu'à la fin du compte, Israël est un pays du Moyen-Orient et qu'il a intérêt à avoir des relations plus ou moins normales avec les pays arabes. Et c'est ça le point le plus important, la pression qu'on puisse exercer sur Israël en partant de ce point dont je viens d'évoquer. Mais n'oublions pas qu'Israël a toujours eu le désir d'avoir la paix sans donner les concessions nécessaires pour arriver à cette paix. D'ailleurs, malheureusement, on a entendu hier que les négociations dans l'Égypte est en train de négocier en ce moment avec tous les partis n'ont pas abouti jusqu'à maintenant à un résultat concret pour arriver à un cessez-le-feu ou même à un arrêt temporaire des activités militaires selon ce qu'on avait entendu, on parle d'une quarantaine de jours, dépendant sur le nombre d'otages qui sera libéré de la partie palestinienne. Mais jusqu'à maintenant, on a entendu de la part d'Israël qu'Israël n'est pas convaincu des conditions imposées par Hamas, malgré qu'il y a eu déjà des concessions et des pressions de la partie d'Égypte sur le mouvement de Hamas pour pouvoir aboutir à une solution avant le mois de Ramadan qui commence bientôt. Jusqu'à maintenant, on n'entend pas vraiment des voix claires qu'on arrive à une résolution malgré tous les promesses et malgré tout l'optimisme qui règne. Et même le président Biden lui-même avait parlé qu'avant le mois de Ramadan, on va aboutir à un cessez-le-feu. Mais jusqu'à maintenant,
on n'entend rien. Alors, il est clair que Israël insiste sur sa position et cela met une pression sur notamment l'Égypte et le Qatar et les États-Unis qui essayent de négocier ce cessez-le-feu ou même l'arrêt temporaire des actions militaires pendant cette période. Monsieur l'ambassadeur, là, comme vous avez évoqué, on parle de convictions que les États-Unis n'ont pas réussi à convaincre. Mais outre les convictions, n'était-il pas logique que des instances importantes telles la Cour internationale de justice ou le Conseil de sécurité qui se sont mobilisés il y a quelque temps et ont tenu des réunions et avancé leurs propos, leurs dénonciations, leur refus de ce qui se passe dans les territoires occupés? Comment se fait-il qu'il n'y a eu aucun impact tout en gardant la situation telle qu'elle? Bon, malheureusement, Israël est impliqué dans un acte de vengeance. C'est plus une guerre, c'est un acte de vengeance, c'est un acte de génocide complet. Et pour le moment, le problème, c'est que le gouvernement actuel d'Israël, qui est déjà jugé qu'il est incompétent par le peuple israélien, ne trouve aucune raison d'être du gouvernement que de continuer la guerre à tout prix jusqu'à aboutir à une victoire. Une victoire qui ne semble pas être proche jusqu'à ce moment-là. Il y avait deux conditions: de libérer par force les otages israéliens et de l'éradication totale de Hamas de Gaza. Malheureusement, ces deux points n'ont pas été achevés et loin d'être achevés en ce moment, ce qui force Israël à continuer sa guerre jusqu'à cette victoire attendue. Sinon, le gouvernement va totalement s'effondre et cela veut dire que le futur politique même du Premier ministre est en risque en ce moment. Et c'est pour ça qu'Israël continue la guerre à tout prix, parce que personne ne peut enlever un Premier ministre israélien durant le temps d'une guerre. Et c'est pour ça que tout le monde attend que cette guerre s'achève pour que ce gouvernement quitte. Et déjà, on voit des étapes pour se préparer. Les États-Unis, comme vous le savez, a invité Gantz, la tête de l'opposition, et il a été très bien reçu aux États-Unis, comme si on prépare le terrain pour un nouveau Premier ministre israélien, ce qui a enragé le Premier ministre actuel en décrivant la situation que Israël n'a qu'un seul Premier ministre et c'est avec lui seulement qu'on doit négocier, qu'on doit discuter. Oui, monsieur l'ambassadeur, mis à part le bras de fer qui a été imposé, je veux dire, du côté américain, que ça, même si c'est une façon caricaturale de pouvoir influencer l'opinion, je veux dire, politique intérieure israélien, même les Américains reconnaissent qu'ils ne sont jamais presque parvenus vraiment à convaincre Israël de changer de politique intérieure. Mais si on prend en compte cette question d'extrême droite qui a le dernier mot actuellement à sa tête, bien sûr, Benjamin Netanyahou, cette question qui est imminente, cette question de Masjid al-Aqsa, donc qui est imminente, l'entrée ou non des musulmans pour suivre les rites islamiques dans la mosquée d'Al-Aqsa. Tantôt, le gouvernement Ben Gvir et Smotrich sont pour, je veux dire, la non-acceptation de personnes juste peut-être au-delà de 70 ans, mais je pense qu'il y a eu une flexibilité de la part de Netanyahou. Est-ce qu'elle est vraiment vraie, cette flexibilité? Est-ce qu'on laissera le libre arbitre aux musulmans de pouvoir entrer à Masjid al-Aqsa, à Al-Quds? Bon, moi je ne m'arrête pas longtemps sur cette question, étant donné que le Masjid al-Aqsa est sous une occupation et c'est l'occupant qui décide exactement ce qu'il va faire. Que ce soit l'extrême droite ou autre, il y a toujours des mesures, selon Israël, entre guillemets, sécuritaires, que Israël adopte pour régulariser. Donc c'est une flexibilité linguistique, vous voulez dire? Exactement.
Et c'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter ici. Le problème est beaucoup plus grand que seulement El Masjid al-Aqsa, dont on sait exactement son importance pour le monde arabe et le monde musulman, et même toutes les Jérusalem-Est, où il y a tous les sites religieuses islamiques et chrétiennes en même temps. Alors, il est très important pour nous, il est sous l'occupation, et du coup, une fois qu'on va résoudre le problème d'occupation, alors, il inclut tous les autres problèmes, inclut le problème des réfugiés, le problème de la capitale, le problème des colonies illégales israéliennes. Et toutes les colonies sont illégales, parce que parfois on décrit qu'il y a comme s'il y a des colonies légales et d'autres illégales. Ils sont tous illégales, parce que c'est construit, c'est bâti sur des territoires occupés. Mais tout ça, ce sont malheureusement des mesures qui prendront beaucoup de temps. On parle maintenant sur la vie des Palestiniens qui est en train de se perdre jour après jour avec des quantités. Israël a vraiment baissé de niveau après avoir traité les Palestiniens, selon les ministres israéliens, comme des animaux. Alors il arrive maintenant au point où on les traite comme des insectes. Ce qui s'est passé l'autre jour, le massacre avec l'aide humanitaire qui rentrait au nord de Gaza, et comment est-ce que le tir israélien a fait plus de 100 morts, 120 morts, à part 700 ou 800 blessés. Dans quelques semaines, ça, on est en train de traiter même des insectes. Et ce n'est pas même des animaux. Alors, on doit arriver à une résolution. On espère que, à la fin du compte, le souteneur principal, qui est les États-Unis, va prendre une étape. À la fin du compte, il parle d'une manière très satisfaisante. Je parle des Américains, mais à la fin du compte, les actes et les réactions réelles sont beaucoup moins. Jusqu'au dernier moment, et la dernière fois que la question a été étalée devant et exposée devant le Conseil de sécurité, les États-Unis seuls a imposé son veto pour ne pas décider du sort de ces combats. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si la situation a changé. Il est clair qu'il y a une divergence entre les deux positions. De notre côté, en tant que pays arabe, avec cette réunion que l'Égypte est en train de voir aujourd'hui, peut-être on pourra arriver à des mesures pratiques claires en ce qui concerne le soutien des Palestiniens par les pays arabes, parce que, comme vous le savez, les pays arabes ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Il y a des positions différentes entre les pays arabes et leur pensée vers la cause palestinienne. Et du coup, on espère que cela ne va pas se refléter sur un communiqué ou des décisions qui seront assez faibles et qui ne représentent pas vraiment la volonté des peuples arabes. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente fin de journée. Au revoir. À la semaine prochaine.